Alors, la transformation du milieu de travail et la requalification, c'est définitivement un vaste sujet, mais particulièrement pertinent en ces temps de crise où certaines industries sont durement touchées. On en a parlé légèrement tout à l'heure avec la destruction créatrice, notamment de la requalification. Alors, on va aborder plus profondément le sujet avec Madame Audrey Murray, qui est présidente de la Commission des partenaires du marché du travail. Suite à sa présentation, nous allons accueillir Monsieur Pierre Graff, qui est le président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, afin de pousser encore plus loin cette discussion sur la thématique des transformations du milieu de travail, qui, je le rappelle, est présentée par Banque nationale. Alors, Madame Murray, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Camille. Alors, salutations toutes et tous. Merci au regroupement de me donner l'occasion de vous parler, de vous entendre aussi. À Pierre Graff en particulier, de m'avoir invité et à son équipe. Alors, peut-être avant d'aborder sur le fond des choses, le sujet qu'on m'a demandé de partager avec vous, je voulais, chers jeunes entrepreneurs et jeunes chambres de commerce, vous saluer pour le courage que vous avez à travers cette crise, d'être résilient, d'être inventif, innovant dans la façon dont vous naviguez à travers ce moment qui peut être difficile, bien sûr, on comprend pourquoi, mais qui peut aussi offrir des opportunités. Puis je vais essayer donc de vous donner de l'information pour vous aider à vous repérer, motiver, orienter vos énergies dans le contexte actuel. Donc, ce que je veux partager, c'est d'abord des constats sur l'avenir de l'emploi, de façon générale, donc les grandes transitions qui sont en marche au Québec, mais un peu partout dans le monde. Puis ensuite, mettre l'emphase peut-être sur des leviers, donc sur les opportunités qu'offre cette situation-là, bien qu'a priori, elle puisse sembler parfois difficile. Et dans un premier temps, donc, la question souvent qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est en train de vivre une transformation, une mutation ou une métamorphose. Et puis, sans être devin, on comprend qu'à l'échelle du monde, en ce moment, on se préoccupe de l'évolution du monde de l'emploi due à ces grandes transformations dont je vais vous parler, parce qu'elles pourraient porter le risque d'une rupture moins créatrice qu'on pourrait le souhaiter. Donc, on sera positif aujourd'hui, puis on va essayer de regarder de l'avant, mais c'est certain qu'avec la COVID, on s'est approché d'une dynamique davantage de métamorphose. Donc, 3 grandes transitions qui sont en train de se chevaucher et qui sont pour la plupart inchangées ou accélérées par la situation qu'on vit avec la pandémie. Donc, la première grande transition, et le Québec est en avant-plan au Canada de cette transition-là, c'est la transition démographique. Et bien sûr que la COVID n'a pas changé la courbe de vieillissement de la population au Québec. Et qu'est-ce que ça nous dit par rapport à nos opportunités et défis? C'est qu'au cours des 10 prochaines années, il y aura plus de postes à combler que de personnes disponibles pour combler ces postes. Et donc, c'est déjà commencé parce que vous le savez, avant la pandémie, il y avait déjà pratiquement tous les jours dans les journaux des articles sur les enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Depuis la pandémie, on a vu que certains secteurs, notamment dans les services publics, notamment en santé, qu'il s'agit d'un enjeu fort important. Et bon, donc la COVID n'a pas changé cette situation-là. D'ailleurs, bien qu'on ait des secteurs qui soient fragilisés en ce moment et sur pause, on a déjà recouvré 97% du taux d'emploi qu'on avait avant la pandémie. Donc, cette transition démographique, elle est en plus au début du cycle de cette période de vieillissement. Donc, on en a encore plusieurs années. Alors, il faut concevoir les modèles d'affaires, concevoir l'avenir en tenant compte. C'est une donne, une dimension qui est très importante. Deuxième grande transition, bien sûr, je ne vous l'apprends pas, c'est la transition technologique qui s'est bien sûr accélérée avec l'arrivée de la pandémie. Et en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est
c'est vraiment que, d'abord, cette transition technologique, elle devient une réponse aussi aux enjeux démographiques que vit le Québec, mais elle est de plus en plus au cœur de la façon dont on imagine la croissance et la prospérité. Et donc, on l'observe depuis la pandémie, les postes qui ont été créés, les emplois créés depuis le début de la pandémie se situent majoritairement dans le secteur qui fait appel au TI et également à des profils de main-d'œuvre qui sont davantage associés au milieu universitaire et collégial. Donc, cette transformation technologique, elle offre beaucoup d'opportunités, mais elle arrive dans un contexte où on a quand même des enjeux de littératie numérique dans la main-d'œuvre et chez nos entrepreneurs qu'on doit combler, des enjeux de littératie numérique également. Et on voit que la pandémie, là, crée une tension encore plus forte sur cette compatibilité qu'on doit espérer entre les compétences et les profils de compétences que les gens sont appelés à développer et la demande du marché du travail pour être capable d'exprimer cette transition technologique, pour vivre cette transition technologique dans les entreprises. Et quand on regarde aussi les indicateurs, par exemple, d'intention d'investissement de nos entreprises, on voit bien, là, en particulier depuis la pandémie, que les intentions sont très élevées de se tourner vers la transformation numérique, qu'il y a derrière ça, bien sûr, une automatisation des tâches qu'on doit prévoir. Et donc, il se cache derrière cette transition le fait de devoir accompagner des personnes ou nous-mêmes prendre en charge notre développement professionnel pour faire évoluer nos compétences ou même penser la requalification, donc voir venir la nécessité de se diriger même vers des nouvelles pratiques, des nouveaux métiers. Donc ça, c'est la deuxième grande transition. La troisième grande transition, c'est la transition environnementale. Et bien sûr que, bon, la pandémie en est un exemple, mais du point de vue du marché du travail, ce qu'on voit, c'est que cette transition fait émerger ou stimule certains secteurs d'activité par rapport à d'autres. Donc, on pense par exemple au Québec, là, récemment, on a mis le pied sur l'accélérateur pour l'électrification des transports. Mais donc, derrière ça, il y a aussi donc une grande transformation des compétences qui seront requises et des transformations sectorielles, donc des secteurs qui vont devoir s'adapter dans leurs pratiques pour être davantage conformes à nos enjeux environnementaux. Et donc, les gens qui y œuvrent devront s'adapter également. Donc, trois grandes transitions qui, comme je le dis, offrent des opportunités, mais également posent des défis qu'on doit résoudre. Et à mon avis, on doit tenir compte de ces trois grandes tendances quand on réfléchit l'avenir de nos entreprises ou quand on souhaite accompagner les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs et les individus qui composent nos entreprises. Maintenant, pour les jeunes, c'est certain qu'il y a des éléments dans ces transitions-là qui sont déjà des acquis. Et à mon avis, le jeune entrepreneuriat du Québec et les jeunes en général, vous avez des clés pour traverser cette période-là qui sont très importantes. Ceci dit, je voulais quand même mettre au jeu que la pandémie a durement là, frappé les jeunes et au niveau de l'emploi, bien qu'ils aient rattrapé certains éléments du début de la crise, les jeunes demeurent le groupe qui est le plus touché et rencontre le plus de difficultés à récupérer les emplois et à revenir dans le marché du travail. Donc, c'est une reprise qui est plus difficile pour les jeunes en ce moment. Je pense que vous voyez aussi qu'il y a des nouveaux enjeux qui ont émergé avec la pandémie autour de la santé mentale. D'ailleurs, le regroupement en a parlé, est très mobilisé autour de cette question-là. Et bien sûr, la pandémie amène un certain niveau d'incertitude qui fait que pour des jeunes qui sont dans l'amorce, soit du lancement de leur entreprise ou de leur carrière, eh bien, ça pose des défis qui sont importants. Et donc, ça demande énormément là, de résilience pour prendre un mot qui est devenu très à la mode là, depuis le début de la pandémie. Donc, voyons comment, malgré tout, tout cet environnement, ces grands défis offrent des opportunités pour vous et pour les acteurs du Québec. Donc,
premièrement, je pense que ce que ça nous dit, cette situation-là, c'est qu'on doit mettre le talent au cœur du développement des entreprises et voire même du développement de l'économie du Québec. Donc, la question des compétences, la question de l'humain à travers son parcours pour cheminer et vivre les transformations du marché du travail, ça devient une opportunité vraiment d'organiser les entreprises, nos stratégies autour de cette question. Donc, je pense que pour les jeunes entrepreneurs, c'est très stimulant. Vous êtes déjà dans des environnements qui vous demandent de vous adapter régulièrement. Donc, le talent devient vraiment un levier important. Le deuxième élément, je trouve, qui ressort de toute cette situation, c'est qu'on le voit, on a mené un sondage important avec Québec Innovation qui nous a révélé que les entreprises qui avaient une culture d'innovation avant la pandémie ont été davantage résilientes et que c'est aussi des entreprises qui arrivent à attirer et retenir davantage leur main-d'œuvre. Donc, on a vraiment une indication que d'implanter une culture d'innovation dans les entreprises, c'est quelque chose de gagnant, surtout dans le contexte actuel qui nous amène à vivre des changements rapides, des transformations puis des adaptations rapides. Peut-être aussi le troisième élément d'opportunité, c'est qu'on voit émerger un peu partout dans le monde, mais aussi quand on consulte les grands sites de recrutement, on voit que les compétences techniques demeurent importantes pour traverser puis être résilient dans le contexte actuel, mais les compétences qu'on appelle les soft skills, en fait, sont de plus en plus sollicitées. Et donc, la CPMT va rendre public prochainement un référentiel. Donc, on a voulu identifier avec le monde du travail quelles étaient les compétences transversales ou les soft skills, les compétences du futur. Il y a différentes façons de les nommer, qui étaient les plus sollicitées. Et donc, il y a certainement une opportunité de les garder en vue dans vos stratégies de développement. Et puis aujourd'hui, j'avais donc envie d'en partager certaines avec vous qui ne vont peut-être pas vous surprendre, mais quand on essaie d'identifier en ce moment, par exemple sur LinkedIn ou dans différents lieux où on affiche les postes, quelles sont les compétences les plus requises, on voit que, bien sûr, utiliser et comprendre le numérique, mais plus profondément, être capable d'imaginer ce qu'on peut faire avec les différents outils robotiques en numérique, c'est une compétence qui est très, très recherchée. La capacité à collaborer, je vais vous en parler tout à l'heure également. Donc, de tisser des liens, de travailler de façon interdisciplinaire, d'être capable de communiquer de manière simple des informations complexes. Donc, certainement une compétence qui est très sollicitée sur le marché actuellement. La capacité d'adaptation, vous ne serez pas surpris, donc, et de faire face au changement, d'avoir du rebond pour être capable de s'adapter en entreprise. C'est certainement également une compétence qui est très sollicitée. Et finalement, parce que je ne vais pas les énumérer, il y en a 10 en fait qu'on rendra public très bientôt, mais toute la question de la diversité, donc d'être capable de naviguer dans des environnements où la diversité et l'inclusion fait partie des stratégies de développement des entreprises, de développement des personnes. C'est également une compétence qui est de plus en plus recherchée. Donc, des éléments qui émergent du contexte, qui sont des leviers, qui sont des opportunités pour être capable de traverser cette période-là et de vous démarquer, bien sûr, dans vos ambitions et dans vos aspirations. Et d'ailleurs, j'ai été attentive, je n'ai pas pu assister à l'ouverture ce matin, là, mais j'ai lu les profils des différents entrepreneurs qui ont présenté là, au carrousel de ce matin leur parcours et je pense qu'ils illustrent très bien les éléments que je viens de mettre au jeu là, en termes d'opportunités dans la capacité qu'ils ont eue à développer leurs entreprises. C'est des profils qui sont, je trouve, très, très inspirants. Et donc, peut-être en terminant sur des solutions concrètes par rapport à ce que je vous ai communiqué, je veux aussi vous dire que, bien sûr, le gouvernement du Québec
a créé des programmes, a mis au jeu des programmes pour soutenir l'entrepreneuriat qui sont très importants pour relever les défis dont je viens de vous parler. Donc, quand je pense au ministère du Travail et de l'Emploi, vous savez, il y a des mesures à travers Service Québec qui permettent, par exemple, pour des projets de transformation numérique ou des projets de transformation d'entreprise ou de développement d'entreprise, de financer jusqu'à 85% de la formation requise pour les équipes de travail qui doivent accompagner les entreprises dans cette transformation-là. À la CPMT, nous avons également des programmes qui sont issus du fonds du 1%, là, qui peut-être vous ne connaissez pas, mais le regroupement, notamment des jeunes chambres de commerce, est un promoteur qui peut présenter des projets de formation. Donc, la particularité pour la CPMT, nous, on accepte de financer des projets de formation collectifs, donc qui regroupent plusieurs entreprises qui ont identifié des besoins de formation similaires. Et donc, on peut accompagner les promoteurs et les entreprises qu'ils ont identifiées là, dans leur projet de transformation au niveau de l'évolution de leurs compétences. Donc, essentiellement, c'est ce que je voulais vous communiquer d'entrée de jeu. Je sais que Pierre a des questions pour moi et vous en avez peut-être également, là, et ça me permettra d'approfondir cette mise au jeu pour ouvrir notre échange. Bien, certainement. Merci beaucoup, Mme Murray. C'est toujours intéressant là, de collaborer avec vous pour avoir un petit peu plus là, de détails concernant justement le marché du travail et ses infinies variations. J'invite donc Pierre Graff là, à se joindre à nous pour continuer la discussion puis justement là, poser quelques questions du public. Bonjour, Pierre. Ah, je pense que tu es sur mute encore. Ça, c'est comme le fléau. Ah, voilà. Bonjour Audrey, bonjour Camille. Ben, rebonjour à tous. J'ai eu le plaisir ce matin d'être présent avec David Murray, qui, je crois, n'a pas de lien de parenté avec Audrey en passant. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. J'étais là aussi à d'autres moments dans la journée. Et ben, évidemment, j'étais ravi d'entendre Audrey, puisque la requalification fait partie vraiment intégrante des enjeux du moment. Donc, j'ai bien hâte de voir les questions. Comme l'a dit Audrey, éventuellement, moi aussi, j'en aurai d'autres pour elle, je l'avais prévenu. Mais on regardera ça pour la fin, puisqu'on souhaite évidemment que le public puisse nous poser le plus de questions possible. Ouais, peut-être, Pierre, j'ai pas élaboré beaucoup, Camille, sur la requalification puis le rehaussement. Là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je peux élaborer un petit peu plus. C'était un peu souterrain là, à ma présentation. Je pourrais le mettre davantage de l'avant. Ben oui, certainement. Ben, j'ai d'ailleurs une question là, pour commencer de Sophie Isabelle. Ça, c'est peut-être avant la requalification, justement. Elle demande les centres de formation, les écoles, sont-elles prêtes à former les jeunes sur les compétences essentielles dont vous parliez plus tôt? Bien, en fait, on est en train justement de travailler l'alignement de cette offre de service avec eux. Donc, l'objectif à terme, c'est certain que nous, on souhaite lancer le référentiel, on souhaite que les programmes gouvernementaux puissent financer des formations dans ces 10 compétences et que les centres, les réseaux, cégep, commissions scolaires et universités puissent mettre au jeu des formations qui permettront de rehausser ces compétences. Maintenant, la CPMT, et le ministère du Travail, on accepte aussi de soutenir des projets de formation avec des entreprises, des consultants qui ont développé des contenus de formation, bien sûr, qui sont qualifiants et transférables, donc qui s'inscrivent vraiment dans une démarche rigoureuse. Mais donc, la volonté, effectivement, puis dans les prochains mois, on va être très proactif sur cette question-là, c'est de pouvoir aller chercher un rehaussement de compétences, un perfectionnement dans ces 10 compétences d'avenir qu'on a identifiées avec le marché du travail. Absolument. Mais merci pour cette réponse éclairée. Peut-être, j'ai une autre question du public d'ailleurs. J'y vais comme ça, puis Pierre, je te laisserai là, poser des questions quand j'aurai fait les questions du public. Alors, elle demande quels sont les principaux freins, là, selon vous, que les entreprises rencontrent pour se lancer dans des projets de transformation numérique? Bien, en fait, assurément, là, dans les sondages qu'on a fait, le fait de ne pas avoir la compétence à l'interne, je m'excuse, il y a du bruit, je pense que je vais être obligée d'aller fermer ma porte. Là. C'est un peu gênant, je suis vraiment désolée là, pour tout le monde, mais je vais le faire parce que c'est trop embêtant. Ben, il n'y a pas de problème du tout, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Désolée, vraiment désolée.
Mais donc, dans les principaux freins qui sont identifiés dans les différents sondages, là, bon, premièrement, avant la pandémie, là, on a fait un grand sondage auprès de la main-d'œuvre et des entreprises. Et puis, le premier frein, c'est que je pense qu'il faut qu'à la tête de l'organisation, dans l'équipe de direction, ce soit possible d'imaginer cette transformation. Et donc, comme on ne peut pas inventer ce qu'on ne sait pas, eh bien, le premier frein, c'est qu'il faut que la vision du modèle d'affaires, les gens qui sont porteurs de cette vision soient outillés pour imaginer, bien sûr, comment ils peuvent utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle, donc la gestion de leurs données d'entreprise ou la robotisation pour faire évoluer leur modèle d'affaires. Donc, je dirais le premier frein, c'est de s'assurer de lever cette barrière au niveau de la direction des entreprises. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de s'assurer d'avoir les profils de compétences puis les profils d'expertise qu'on a besoin à l'interne pour faire le pont entre cette intelligence d'affaires et les projets de transformation. Donc, ça prend des personnes clés qui sont capables d'accompagner les entreprises. Et ensuite, il faut comprendre que aussi dans les sondages qu'on a faits, eh bien, la main-d'œuvre, elle n'est pas toujours outillée pour constater. Donc, dans une équipe de travail, bien, parfois, on peut penser qu'on a les compétences requises. Hein. Donc, on peut rencontrer des freins aussi dans la gestion de changement puis dans l'évolution qu'on a à faire dans les entreprises quand on veut se transformer, avec le fait que les gens ne sont pas toujours d'accord, qu'ils ont un enjeu et qu'ils doivent le prendre en charge. Donc, je dirais le troisième frein, c'est de susciter cet éveil et d'être très conscient que désormais, avec les environnements changeants, il faut développer une culture où les gens vont plus facilement accepter d'embarquer dans des dynamiques où ils ont à développer, rehausser, se requalifier. Parce que ça me permet un peu de préciser les choses. Donc, quand on parle de rehaussement, on parle de partir d'un métier ou d'une profession qu'on a déjà, puis d'améliorer, d'y adjoindre des compétences requises pour être capable de continuer de l'exercer dans des contextes de transformation. Se requalifier, c'est un effort beaucoup plus substantiel. Ça peut vouloir dire vraiment de partir de zéro et d'apprendre un nouveau métier. Oui, absolument. Je vois la nuance entre les deux. J'ai d'ailleurs une question sur encore la requalification et le rehaussement de Nicolas Bourgeois. Il demande à moyen terme, ces programmes-là de requalification, de rehaussement, est-ce que ça pourrait contribuer à résoudre l'enjeu du reprenariat, donc de la reprise d'entreprise? Bien, en fait, ça serait souhaité. Puis je suis contente. Nicolas, je te salue. Merci de ta question. C'est le coordonnateur du comité consultatif jeune qui conseille la CPMT là, qui vient de poser une question. Bien, il faut espérer. Donc, peut-être je peux vous parler un peu du PARAF. Je voulais en parler avec Pierre tout à l'heure. Donc, c'est un nouveau programme qui vient d'être lancé par le ministre Jean Boulet, qui est un programme très généreux qui offre 500 $ par semaine pour les gens qui sont au chômage en ce moment, sans emploi, pour retourner sur les bancs d'école. Et on a demandé aux différents réseaux, commissions scolaires, centres de services, cégep et universités, de nous donner des listes de formations courtes là, qui permettaient donc de rehausser et de requalifier les gens qui se qualifient à ce programme là, qui est offert à travers Service Québec. Et on peut espérer, parce que ça fait partie de la liste des formations courtes, effectivement, que ce programme, par exemple, pour un jeune qui est sans emploi en ce moment, mais qui aurait des opportunités devant lui de reprenariat, qui puisse aller chercher une formation en rehaussement ou pour carrément se requalifier et développer son profil pour assumer cette responsabilité de reprenariat. Merci beaucoup, Mme Murray. Je vais donner donc la parole à Pierre. Là, il va pouvoir poser là, ces quelques questions. Je suis sûre qu'ils seront très pertinentes. Alors, Pierre, je te laisse la parole. Merci, Camille. Dans le fond, Audrey, j'avais une question puisque on parle aujourd'hui beaucoup avec des entrepreneurs, des professionnels, des étudiants, on a vraiment toute la relève qui est représentée. Et le dénominateur commun, s'il y a un enjeu qui s'est présenté pendant la pandémie, c'est vraiment la santé mentale. Ouais. Et on a vu aussi que c'était souvent lié au fait que les interactions sociales avaient énormément baissé parce que tout est devenu virtuel. Et est-ce que justement cela pourrait impacter le choix de programmes de requalification pour aller justement vers des secteurs
essentiels où les contacts humains, ben, évidemment, sont possibles. Il n'y a pas de télétravail ou ce genre de choses. C'est vraiment intéressant parce que je parlais de ce sondage 360 là, qui est disponible sur notre site qu'on a fait avant la pandémie où on essayait de capter les aspirations des jeunes par rapport notamment là, aux différents secteurs. Puis on veut mettre à jour cette mesure là, post-pandémie. Puis peut-être qu'on pourra effectivement mesurer ce biais qui se sera installé. Je trouve que c'est une très bonne question. Mais, tu sais, parlant des secteurs qui sont très en demande, on a vu que la pandémie a renversé la vapeur hein, sur la valorisation de certaines fonctions de travail et on voit qu'il y a des secteurs de services et de contacts humains là, qui sont très, très en demande. Je pense bien sûr à la santé, à tous les services de la petite enfance. Donc, c'est les secteurs de services, notamment sous la responsabilité de l'État, là, sont souvent des services à contact humain, sont très, très en demande en ce moment. Là, il y a beaucoup de pénuries. Et je pense que cette prise de conscience qui est très dure, là, qui est violente là, sur les enjeux que pose le fait de ne pas avoir de contact humain pour l'équilibre de nous tous, nous toutes, va certainement, parce que là, ça dure, hein, ça fait presque 1 an, va certainement laisser des traces sur les choix et les aspirations. Il va amener aussi les entreprises, moi j'en suis évidemment là, comme responsable d'une organisation, à imaginer l'organisation du travail de façon à avoir des stratégies hybrides, à trouver la manière de réintégrer ce contact humain dont on a tous besoin là, pour d'abord humainement, mais aussi pour le bien-être de nos entreprises et pour la créativité, pour être capable de traverser ce qu'on a à traverser. On a parlé d'humain, justement, puis là, il y a peut-être quelque chose d'assez déshumanisant dont on a parlé aussi, c'est la robotisation, l'automatisation. Et on voit que le MTESS, excusez-moi, le ministère du Travail, je parle en acronyme pour les spécialistes, mais le ministère du Travail, lorsqu'ils ont instauré les programmes de requalification, on visait juste avec les secteurs qu'on estime être des secteurs d'avenir. On parle du bioalimentaire, on parle de la santé, on parle évidemment de la technologie. Et il y a aussi de la requalification dans le domaine industriel. Ma question est donc la suivante, Audrey. Sachant que certains pans du secteur industriel sont en déclin, y a-t-il un risque qu'on requalifie des personnes qui éventuellement seront amenées à devoir être requalifiées une nouvelle fois? Et dans la littérature et dans les études qui sont faites en ce moment, là, on nous dit tous qu'on va devoir possiblement vivre plusieurs vies de requalification et de rehaussement. Je ne sais pas si vous avez été sensible aux conclusions d'une étude qui a été menée par le Cyrano, par Henri-Paul Rousseau, qui notamment disait qu'on devrait tous avoir un plan B dans notre parcours professionnel et être capable d'exercer au moins 2 métiers, 2 professions. Donc, moi, mon point de vue à cet égard, c'est que actuellement, les programmes qui permettent la requalification, le rehaussement des compétences, quand on les regarde sur le plan du parcours d'un individu, c'est jamais perdu. Donc, tout ce qu'on apprend dans la vie, nous sert et on est des êtres humains, heureusement, donc on a une capacité d'intégrer tous ces apprentissages et de faire en sorte de les transférer dans des nouveaux apprentissages qu'on a à faire. Alors, d'une manière ou d'une autre, parce qu'évidemment, on n'est pas devin et on ne connaît pas le rythme encore auquel on fait face, bien que la pandémie a accéléré certaines transformations, mais devant ces secteurs qui pourraient peut-être décroître, il demeure que les gens qui pourraient s'y retrouver et se former pour y travailler, l'important, c'est qu'on développe aussi leur capacité à continuer d'apprendre et à transférer ces apprentissages-là dans un autre environnement à terme. Et peut-être dire que quand même, on a des créneaux là, qui sont en train d'émerger avec la pandémie. Le gouvernement parle de l'agroalimentaire, l'électrification des transports, la forêt. Donc, on a dans nos stratégies là, de requalification de rehaussement, si certains de vos participants y songent, je pense que de façon générale, tout ce qui touche les technologies et qui peut être associé à une résilience environnementale,
devrait pouvoir inspirer vers des métiers, des professions ou des formations qui vont être pertinentes, peu importe le parcours. Excellent. Puis d'ailleurs, à ce point-là, j'aimerais préciser, puisque les gens ne connaissent pas nécessairement d'ailleurs tous les programmes qui existent pour se requalifier ou rehausser leurs compétences, que ce soit donc le programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation, donc le PARAF, que ce soit Audit Industrie 4.0, que ce soit ce qui a été fait à l'initiative par le ministre Jean Boulet avec CodeLab à Montréal au niveau de la technologie, les plateformes comme Mon Emploi, Boomerang. Vraiment, j'invite les gens, si vous songez à vous requalifier ou à rehausser vos compétences, à aller chercher de l'information. Il y a énormément de choses disponibles. Le gouvernement investit énormément là-dedans. Et d'ailleurs, ce serait peut-être ma dernière question. Je ne sais pas si on a le temps, Camille. Tu peux peut-être me le dire, mais... On ne veut pas non plus retenir Mme Murray, mais peut-être une courte question, là, oui, juste oui, pour conclure rapidement. Courte question. Alors, c'est sûr qu'on est la relève d'affaires. Il y a deux générations qui se chevauchent et on a beaucoup parlé de courbe d'apprentissage pendant la pandémie. Peut-être qu'ils étaient plus avantagés que d'autres générations à ce sujet-là pour qu'il y ait une courbe d'apprentissage, même si évidemment elle a été accélérée par le contexte. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qu'on pourrait voir naître prochainement pour justement accélérer cette courbe d'apprentissage, peut-être pour les autres générations, puis équilibrer le tout? Pierre, tu parles d'une courbe d'apprentissage technologique en technologique. général. Ça, ouais. Ben, écoutez, je veux dire, je pense que quand même, je regarde un peu là, toute le niveau de compréhension qu'il y a, par exemple, de comment on peut avoir recours à l'intelligence artificielle pour bâtir des nouvelles entreprises ou transformer des entreprises existantes. Donc, je pense qu'il y a énormément d'espace là, pour poursuivre cette courbe. Je pense que c'est pas du tout... on a beaucoup d'espace pour continuer d'apprendre et surtout aussi de comprendre comment bien le faire. Même en regard du télétravail, je pense que là, il y a eu une courbe d'apprentissage importante, mais on n'est pas du tout au bout de l'intégration de cette pratique-là de façon, je dirais, là, saine, équilibrée, avec tous les outils qu'on devra continuer de mettre en place. Donc, écoutez, je pense que sincèrement, on n'a pas fini là, de naviguer ensemble dans les apprentissages accélérés qui nous seront offerts. Puis bien sûr, les gens qui aiment ça d'emblée sont avantagés. Les gens qui ont des compétences naturelles vers les technologies le sont. Et il faut aussi s'occuper de s'assurer que ça ne sera pas une rupture destructive, mais bien constructive. Alors, il faut essayer d'avancer tout le monde en même temps pour que notre société demeure inclusive et qu'on amène le plus de gens avec nous dans ce changement-là. C'est vraiment un très beau message, Audrey, puisque justement, on a toujours dit, même si on traitait aujourd'hui de sujets difficiles, notamment la destruction créatrice, le but était de faire en sorte que, même si on constatait que certaines industries pouvaient disparaître ou étaient en train de disparaître et qu'on allait en créer de nouvelles, il était important vraiment qu'on n'oublie personne, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, leur provenance. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est vraiment les pistes de solutions qu'on apportera ensemble qui feront que ce sera une réussite. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment heureux, évidemment, de t'avoir accueilli au FERA, mais aussi des 30 conférenciers panélistes qu'on a. Ça continue, Camille, il va certainement pouvoir le dire. Je suis content de voler le punch pour la suite. Donc, merci. Mais peut-être, Pierre, te dire à tes membres que, justement, gérer cette transition-là, en soi, peut générer des opportunités d'affaires intéressantes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans la transition et les entreprises et les individus ont besoin de soutien pour vivre cette transition-là. Fait qu'il y a aussi des opportunités d'affaires qui se cachent derrière ça. Écoutez, je ne pourrais pas mieux conclure que vos deux conclusions, vraiment. Merci, un gros merci là, à Pierre, merci à Audrey. C'est super enrichissant. Puis, je pense que oui, en effet, c'est difficile, mais on va s'en retrouver grandi, je l'espère, de par les multiples opportunités. Donc, merci pour tout. Merci. Bonne fin de rencontre, tout le monde. Oui, merci beaucoup, puis au plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, cher public, je vous donne maintenant rendez-vous pour la dernière session de la journée, mais certainement non la moindre. Alors, on va aborder l'identité numérique, mais d'un point de vue marketing. Alors, découvrez tout à l'heure comment aborder la gestion d'image, la e-réputation dans une ère où les consommateurs sont en quête de vérité
et de relations humaines. Alors, on va aborder ces sujets avec Copy et leur invité Léonie Pelletier. On s'y retrouve dans 11 minutes, donc à 17 h. Entre-temps, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, on discute beaucoup, on aborde énormément de sujets super structurants, mais c'est pas pour rien vraiment. On veut faire quelque chose de concret avec ça. Donc, le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec va sortir un livre blanc avec les recommandations par rapport au sujet dont on a abordé aujourd'hui. Alors vraiment, ce sont des recommandations qui vont être soumises aux instances publiques et privées. Alors, on s'en va vraiment à quelque part là, avec ce forum économique. Vraiment, les discussions sont profondes et pertinentes. Donc, voilà, vous pouvez toujours continuer là, dans la discussion. Donc, poursuivez la discussion, c'est toujours disponible. Alors, on se voit tout de suite. Merci pour votre écoute et d'être resté jusqu'à ce temps-ci. Thank you.